Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Kamel Badari. Bonjour. Bonjour madame. Et bonne année à vous aussi, meilleurs vœux pour cette année. Bonne année à toutes et à tous. Monsieur Kamel Badari, donc on le disait à l'instant, on parle de l'université aujourd'hui. Il y a un changement de cap qui est remarqué. Il est nécessaire de dresser aujourd'hui un état des lieux sur l'université. Est-ce que vous pensez que l'université algérienne, ces dernières décennies, s'est un peu déconnectée du monde réel? On a changé de cap aujourd'hui. On veut que l'université soit au cœur du monde économique, de l'action économique des pouvoirs publics. Le président de la République, comme vous l'avez dit, a placé l'université au cœur de notre avenir. Notre université qui n'a cessé d'accueillir, de former et d'insérer dans la vie professionnelle une bonne partie de notre jeunesse. Le nombre d'étudiants a été multiplié par 3400 fois depuis 60 ans, c'est-à-dire depuis l'indépendance. La démocratisation de l'université va continuer. C'est le sens de l'histoire. Cela va permettre d'émanciper le citoyen algérien. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de progrès qui naissent sans la connaissance. C'est pourquoi l'université doit avoir deux finalités. Premièrement, c'est d'assurer une formation de qualité à ses étudiants qui leur permettra d'acquérir les avancées, les dernières avancées de la connaissance. Et deuxièmement, permettre à ces étudiants un passeport qui va leur permettre d'être insérés d'une façon efficace et efficiente dans la vie professionnelle. Plus que jamais, le développement de notre pays dépendra de son université. Le développement culturel et scientifique dépendra de notre enseignement supérieur. C'est pourquoi l'université, comme vous l'avez dit, doit être cette locomotive de notre épanouissement, cette locomotive de l'économie nationale, et ce qu'a prévu l'engagement 41 de Monsieur le Président de la République. Ce n'était pas le cas avant. Est-ce que l'université formait d'une manière mécanique, d'après vous, formée pour former? L'université, depuis l'indépendance de notre pays, a formé selon les besoins de la société. On se rappelle des réformes, ou bien de la réforme de l'enseignement supérieur de 1971. C'est l'industrialisation du pays et l'université était en adéquation avec la demande de la société. La deuxième réforme était en 1984. À chaque bachelier, une place pédagogique. La troisième réforme, c'est en 2003-2004, avec l'avènement du LMD, créer une formation ouverte à l'étudiant dans le cadre de la mondialisation de l'enseignement supérieur. Et effectivement, à chaque fois, l'université a répondu aux besoins de développement de la société aux échelles locales et internationales. Donc c'est l'université en fait qui suit son époque. Aujourd'hui, les impératifs
prévoit qu'il y ait des besoins économiques, il faut répondre à ces besoins économiques. Comment aujourd'hui l'université pourra-t-elle former selon nos besoins économiques? Est-ce que les priorités ont été définies? Vous avez signé des conventions aujourd'hui avec le ministère de l'Industrie pharmaceutique, par exemple, pour qu'on soit dans une autosuffisance en matière de fabrication de médicaments. Je suppose qu'il y a d'autres priorités. Est-ce qu'on peut les connaître? Effectivement, l'université ne peut survivre, ne peut se développer si elle n'est pas ancrée dans son milieu. Effectivement, le milieu est exigeant. Le milieu exige de l'équité, le milieu exige la qualité, le milieu exige tout ce qu'il lui faut. Et effectivement, cette université est une entité publique, citoyenne. Elle doit répondre à la demande du citoyen. Aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. Nous vivons les enjeux de la mondialisation. Donc, ces enjeux-là se manifestent par la dématérialisation des affaires, par le changement de paradigme dans notre travail. C'est l'informatisation, c'est les technologies de l'information et de la communication, c'est l'industrie 4.0, ça change même notre manière de produire. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est pourquoi nous allons faire de l'année 2023, pour notre enseignement supérieur, l'année de l'intelligence artificielle. Nous allons produire des offres de formation en relation avec l'introduction de l'intelligence artificielle. Donc, l'université se développe selon le développement de la société. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs. Si hier, il y avait l'université, l'État et l'entreprise, maintenant, il y a l'université, l'État, l'entreprise, les réseaux sociaux, la société. Tous ces acteurs-là regardent l'université. Il faut que l'université soit en adéquation avec la demande de la société. Aujourd'hui, le numérique est devenu le passeport vers la croissance. Dans mon programme pour l'enseignement supérieur, j'ai dit que l'université doit être un point critique dans le carré magique. Recherche, innovation, création de richesses et création d'emplois. Notre regard à l'université doit changer. On forme selon les besoins de l'étudiant. Donc il y a un processus de formation continue entre l'apprenant, c'est-à-dire l'étudiant, et l'enseignant qui est devenu formateur. On doit former l'étudiant aux choses dont il a besoin, pas les choses que l'enseignant connaît. Donc il y a un apprentissage continu dans le processus de formation entre l'enseignant et son étudiant. Avec les avancées du numérique, comme je vous l'ai dit, ce passeport vers la croissance, donc il y a cette rupture, une rupture dans la pédagogie, avec tout ce que le numérique prévoit, met à la disposition de l'apprenant en matière d'apprentissage, en matière de gouvernance et en matière de relation de l'apprenant ou bien de l'enseignant avec le savoir. Donc, un des points, ou bien l'une des pistes essentielles dans la qualité de la formation est d'accompagner l'étudiant vers les métiers d'avenir, vers la création de son entreprise. Ça revient moins cher. La création de start-up dans le cadre
de notre politique nouvelle, un diplôme et une start-up, va permettre la création d'un gisement d'emplois. Depuis le mois d'octobre passé, nous avons compté autour de 10 000 projets innovants qui Depuis pourront être... le lancement de cette opération. Voilà, un diplôme, une start-up va permettre la création de start-up par ces étudiants en orientant leurs projets de fin d'études vers des sujets en relation avec la création de start-up. Donc, c'est un gisement d'emploi parce que nous pensons que l'avenir de l'emploi en Algérie, ce n'est pas la fonction publique, mais c'est la création de start-up, la création de micro-entreprises qui vont permettre à nos étudiants de développer leurs compétences. Et notre rôle, c'est d'accompagner ces étudiants à développer tout ce qu'ils savent faire. Et par voie de conséquence, l'université sera, comme vous l'avez dit au départ, une locomotive pour la croissance économique. L'université donc pourrait aujourd'hui devenir une usine à fabrication d'entreprises, comme elle l'a été pour la fonction publique? L'université a 3 missions. Les 2 missions classiques, c'est l'enseignement et la recherche, et nous avons ajouté une 3e mission chez nous, qui est la création d'entreprises et la création de richesses. C'est un modèle anglo-saxon connu. Ça va permettre à l'étudiant diplômé de l'université, au lieu qu'il soit un demandeur d'emploi, ou plutôt un chercheur d'emploi, un créateur d'emploi, un créateur de richesse. Qu'en est-il pour les autres spécialités de ressources humaines, Monsieur le ministre, qui ne sont pas forcément dans la création d'entreprises, mais on a beaucoup qui sont formés dans ces domaines. Quel sera leur avenir? De quoi sera fait leur avenir? Par exemple, dans le cadre d'un diplôme, une start-up, nous avons donné le choix aux étudiants de se mettre en groupe de 1 à 6, et dans ce groupe-là, on peut trouver une diversité de spécialités. Ça peut être de la technologie, de l'informatique, comme ça peut être aussi des branches des sciences humaines. Parce que pour créer sa start-up, il faut former une équipe. Et cette équipe-là, dans cette équipe, on peut trouver le calculateur, on peut trouver le simulateur, on peut trouver celui qui a l'idée, et on peut trouver aussi celui qui fait du marketing, et ainsi de suite. Donc, les étudiants sortant des domaines des sciences humaines ou sociales peuvent aussi se retrouver dans la création de ces startups et peuvent aussi être des créateurs de richesses. Effectivement, un pourcentage important est de plus de 55% d'étudiants qui sont inscrits dans les sciences humaines et sociales. Et dans notre programme est de revoir ces programmes-là des sciences humaines et sociales pour que le diplômé des sciences humaines et sociales soit généraliste, soit quelqu'un qui maîtrise l'informatique, le numérique, les langues étrangères. Il n'y a pas d'emploi permanent. Un diplômé de l'université peut subir plusieurs formations à la fois qui peuvent être des formations dans un processus continu. Il n'y a pas de légitimité permanente dans la délivrance de nos diplômes. C'est pourquoi l'université doit changer de paradigme et former en continu, former en permanence pour réaliser cette adéquation entre les besoins de la société, les besoins du marché et les extrants
de l'université. Vous avez parlé, vous avez donné un chiffre, Monsieur le ministre, de 10 000 startups créées. Est-ce qu'on pourrait connaître sur ces 10 000 startups combien de brevets d'innovation? Parce que là, l'enjeu, c'est d'innover, de permettre à ces universitaires d'accéder à ces nouvelles technologies, de proposer de nouvelles solutions. Est-ce qu'on pourrait connaître combien de brevets d'innovation ont été déposés par ces universitaires cette année? Depuis le mois de septembre passé, nous comptons 290 brevets déposés. Le total pour 2022 est de 310 brevets, comparativement à 2021 où le nombre de brevets déposés était de 96, donc il y a une évolution. Car aussi dans la règle, un brevet, plutôt un diplôme, un brevet aussi, ça a attiré les étudiants à déposer des brevets d'invention et à travers ces brevets d'invention, faire du transfert technologique, créer sa start-up et participer au développement local, là où leur établissement universitaire est implanté. Donc, un brevet, plutôt un diplôme, un brevet et un diplôme, une start-up vont participer d'une manière très forte à cultiver une certaine culture d'entrepreneuriat, une culture entrepreneuriale chez nos apprenants. Pour cela, même pour les formateurs, il y a des mesures de gratification qui sont proposées à leur égard pour qu'ils participent aussi à la création de la richesse au niveau de leur établissement. Et l'exemple important ici, c'est encourager les enseignants et les ingénieurs des établissements universitaires à créer leur bureau d'études, à créer leur filiale. Et comme ça, ils seront une source de financement à leur établissement et en même temps, ils peuvent développer leurs compétences spécifiques et transversales et participer aussi au développement de leur territoire. Quelles sont les mesures justement incitatives, Monsieur le ministre, à leur égard pour justement leur permettre de créer tout cela? Parmi les mesures incitatives, c'est une prime, une indemnité de 100 000 dinars que nous avons proposée pour chaque projet. L'enseignant ou bien le formateur peut organiser 2 projets en même temps et on verra avec le développement des choses comment aussi on peut augmenter ces indemnités. Aussi, la création de filiales, la création de bureaux d'études va permettre à ces personnels enseignants et d'encadrement à avoir des entrées en argent, à financer aussi leur structure là où ils travaillent et par voie de conséquence, l'université sera ce lieu là où nous avons l'enseignement, la recherche et la création d'entreprises. Avec l'installation de tous ces mécanismes, y a-t-il des objectifs chiffrés qui sont fixés par rapport à la création de start-up? Nous avons demandé à ce qu'il y ait un KPI de 80%, surtout en relation avec les sciences technologiques. Jusqu'à maintenant, nous avons atteint 10 000. J'espère arriver à 20 000, 30 000. Sans oublier ici de rappeler que le ministère de l'économie, de la connaissance et des startups est en train d'accompagner ces étudiants porteurs de projets innovants. C'est ce ministère-là qui va délivrer des labels de projets innovants, des labels de start-up et par voie de conséquence financer les porteurs de projets innovants.
Donc, à l'université, on leur réserve, à part la formation, l'accompagnement, on leur réserve aussi des espaces là où ils peuvent créer leur micro-entreprise et leur start-up. Et ainsi, on aura cette relation d'osmose entre l'enseignement, la recherche et l'entreprise, une relation au quotidien entre les porteurs de projets innovants, les industriels en quelque sorte, et les acteurs universitaires, les enseignants et les chercheurs des laboratoires. Vous soulignez un point important, Monsieur le ministre, qui est l'accompagnement, parce que là, il est nécessaire pour permettre à ces startups de survivre par la suite. Jusqu'où va l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur pour la création et pour la pérennité de ces startups? L'accompagnement, d'abord, c'est orienter les porteurs de projets, c'est-à-dire les étudiants de fin d'études. Nous avons sélectionné les étudiants de master, en deuxième année master, ainsi que les étudiants de doctorat, à orienter leurs projets de fin d'études vers des projets qui peuvent devenir des start-up. Deuxièmement, sensibiliser les enseignants, les formateurs à orienter leurs étudiants vers des sujets qui sont en relation avec la création de start-up. Et à partir de l'année prochaine, on va commencer à accompagner les étudiants dès leur entrée à l'université, dès la première année, pour cultiver en eux cette culture entrepreneuriale, que l'avenir de l'emploi, c'est dans la création de start-up, la création de micro-entreprises, et non pas d'être embauché ou bien de chercher un emploi dans les entreprises existantes et dans la fonction publique. Même les entreprises là, qui existent sont incapables de prévoir suffisamment tôt le nombre de postes à recruter dans les 5 ou 10 années à venir. Donc, il faut chercher à découvrir en chaque apprenant, en chaque étudiant, le meilleur de soi-même, l'accompagner et faire de ça une innovation de rupture qui va participer à travers cette innovation au développement de son université, au développement du territoire là où l'université est ancrée et développer par la suite la richesse de son pays. Alors, les nouveautés du secteur, Monsieur le ministre, vous avez parlé au début de l'émission de toutes ces nouvelles spécialités sur lesquelles vous comptez justement pour relancer l'économie nationale, l'intelligence artificielle par exemple. Il y a d'autres formations nouvelles que vous comptez lancer. Une qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la philosophie. Quelles sont toutes ces nouvelles formations qui verront le jour dès 2023 ? L'objectif de l'enseignement supérieur est de former un citoyen et un producteur. Lorsque je dis citoyen, c'est un diplômé qui sait les langues étrangères, qui connaît la loi, qui connaît ses droits et ses devoirs, qui sait analyser et qui sait communiquer. Lorsque je parle de la communication, c'est la maîtrise des langues étrangères, au moins 3 langues, y compris sa langue maternelle, et qui sait l'outil informatique, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Donc, nous avons envie de former des citoyens et des producteurs. La philosophie fait partie des facteurs intrinsèques, des facteurs principaux qui permettent à l'apprenant, au chercheur, au futur enseignant-chercheur qui est le doctorant, de maîtriser la critique, d'avoir un esprit critique, d'analyser les choses,
Donc, c'est pourquoi nous avons introduit pour la première fois, en première année, des étudiants qui préparent leur doctorat, 3 matières fondamentales. La première, c'est la philosophie. La seconde, c'est l'anglais, puisque l'anglais est une langue maintenant du monde nouveau. Il y a 1,2 milliard qui parlent anglais. Et aussi la didactique en recherche et en pédagogie. Puisque d'une manière générale, on forme ces doctorants en majorité à l'enseignement et à la recherche. Il n'est pas possible qu'ils soient formés sans connaître, sans maîtriser ces 3 matières importantes. Le métier d'enseignant est un métier qui s'apprend. On ne peut pas s'autoproclamer enseignant sans connaître la didactique dans l'enseignement. C'est pourquoi ces 3 matières, la philosophie, la didactique et l'anglais, sont 3 éléments essentiels qui permettent aux futurs enseignants-chercheurs à affronter la vie professionnelle d'enseignant. Sans oublier, bien sûr, l'outil informatique ou plutôt les technologies de l'information et de la communication qui constituent un outil novateur, un outil de rupture qui va offrir à l'apprenant, qui va offrir aux chercheurs, qui va offrir aux doctorants les possibilités énormes de ce marché-là d'information, d'Internet, cette culture-là qui permettra plus d'apprentissage, qui va permettre plus d'acquisition de connaissances, de savoir-faire. Donc voici les grandes pistes choisies pour la formation complémentaire des doctorants en première année. Concernant l'apprentissage de l'anglais. L'anglais est une langue étrangère. Elle est parlée par la majorité de la population de notre planète. Donc, il ne faut pas que notre enseignement supérieur reste en marge de ce développement des populations. C'est pourquoi nous avons programmé, à partir de ce semestre numéro 2, donc commencer à enseigner quelques matières en langue anglaise, toutes en faisant une préparation bien organisée pour l'année prochaine, pour que l'anglais soit une langue généralisée dans l'enseignement et dans l'apprentissage de nos cohortes d'étudiants. Bien sûr, il faut qu'on reste ouvert à toutes les cultures, à toutes les langues, et la meilleure formule, c'est d'enseigner en anglais ainsi que dans d'autres langues étrangères, plus la langue maternelle. Et l'objectif, la finalité est de s'ouvrir sur le monde et de former des étudiants qualifiés pour affronter la vie socio-professionnelle, car nous considérons que le meilleur gage d'être inséré d'une manière efficace et efficiente dans la vie professionnelle est cette formation ouverte, cette formation d'excellence. Vous êtes en train de former aujourd'hui les enseignants. Est-ce que vous pensez parvenir justement à former la totalité des enseignants pour que vous puissiez mettre en place l'anglais comme une matière enseignée dans toutes les universités d'Algérie? Nous avons choisi 3 pistes pour atteindre cet objectif. La première, c'est d'inscrire nos enseignants dans le chiffre, dans leur nombre est de 64 000 à peu près enseignants universitaires dans des formations diplômantes. Deuxième piste, c'est utiliser les centres d'apprentissage intensif des langues pour les accompagner. Et la troisième piste,
c'est ce que nous avons mis en place hier, c'est cette plateforme EDX pour l'enseignement de l'anglais. C'est une plateforme unique en Afrique. Nous sommes le premier pays africain à avoir hébergé cette structure au niveau du réseau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Jusqu'à hier, nous avons compté 30 000 inscrits. Donc 30 000 inscrits, plus les inscrits en licence première année, plus les SUL, je pense qu'on va dépasser les 80% de notre effectif d'enseignants-chercheurs qui vont se former en anglais. Et c'est une formation cadrée qui a pour objectif d'atteindre le niveau B2 ou C1. C'est un niveau qui va permettre à nos formateurs de communiquer avec l'apprenant, de communiquer d'une manière scientifique et de communiquer dans des conférences, de lire et de comprendre tout ce qui est en relation avec le savoir et par voie de conséquence, former en anglais d'une manière qualifiée et avec une qualité exigée pour que notre extrait, notre diplômé soit à la hauteur de l'excellence exigée. Et comme je vous l'ai dit, l'excellence reste le meilleur gage, le meilleur passeport pour affronter le monde de la professionnalisation et le monde de l'embauche, le monde de création des entreprises, le monde de l'ouverture sur l'autre. Et dans le cadre de cette politique, nous allons, comme je vous ai dit, nous allons aussi orienter nos étudiants vers tout ce qu'ils maîtrisent pour que l'enseignement supérieur découvre en eux le meilleur d'eux, découvre leurs compétences et par voie de conséquence faire de ces étudiants, de ces apprenants, des acteurs principaux pour le développement de leur Algérie. Monsieur le ministre, vous avez évoqué à l'instant 3 pistes. Est-ce que c'est laissé au choix des enseignants et est-ce qu'il y aura obligation pour eux d'enseigner en anglais dès l'année prochaine? Les 3 pistes sont laissées au choix des enseignants. Cela dépend des moyens que possède chaque établissement universitaire. Il y a des universités ou bien des établissements d'enseignement supérieur qui n'ont pas de CUL, c'est-à-dire des centres d'apprentissage intensif des langues, donc ils peuvent adhérer, ils peuvent s'associer à la plateforme EDX, comme ils peuvent aussi inscrire leurs enseignants dans des formations diplômantes. Notre objectif, notre KPI, est d'atteindre 80% de nos effectifs pour qu'ils soient formés d'ici le mois de juillet, pour atteindre le niveau B2 ou C1. Il y aura obligation pour eux d'enseigner dans cette langue? Non, il y a une adhésion massive de nos enseignants à cette formation. Il y a une acceptation très sensible aussi de nos étudiants, de nos apprenants à cette politique. Donc, c'est laissé à leur choix. La numérisation, c'est un gros chantier que vous avez entamé dans le secteur. Vous venez d'en parler à l'instant. Il y a une plateforme ou des plateformes, notamment hier, que vous avez lancées. Vous êtes à combien, si on devait donner un pourcentage de numérisation au niveau du secteur de l'enseignement supérieur? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tout peut se faire via Internet à l'enseignement supérieur? La numérisation est une innovation de rupture en matière de savoir, d'acquisition de savoir, de notre relation avec le savoir, en matière de pédagogie, de formation et en matière de gouvernance. C'est pourquoi nous avons mis en place un schéma directeur du numérique. Ce schéma est composé de 7 axes stratégiques, 16 programmes stratégiques, 102 programmes opérationnels, et dans ce cadre de notre considération
que le parangon de la numérisation, de la gouvernance numérique, c'est la plateforme, nous allons mettre en ligne 42 plus 4. 42 pour tout ce qui est en relation avec la pédagogie et 4 plateformes, tout ce qui est en relation avec les œuvres universitaires. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons réalisé 15 plateformes, sachant que nous avons un système d'information intégré, l'unique en Algérie, qui n'a pas d'équivalent dans les autres secteurs, qui s'appelle Progress. Donc, le parangon de la gouvernance, de la bonne gouvernance en matière de numérisation reste ces plateformes. Effectivement, notre relation avec le numérique est que notre objectif est de réaliser le maximum de plateformes. Hier, par exemple, nous avons mis en ligne la plateforme DX d'enseignement de l'anglais, la plateforme des doléances et la plateforme aussi de MyBus qui va permettre aux étudiants usagers du transport universitaire de connaître avec exactitude l'état ou bien la position du bus, de leur bus. Donc, la plateforme, la numérisation est un outil d'épanouissement, un outil de bonne gouvernance, et c'est pourquoi notre SDN, qui est réalisé jusqu'à maintenant à 60%, c'est un SDN novembre qui s'étale dans la durée de novembre 2022 à décembre 2024. Donc, il va être un pas très important dans la réalisation du numérique dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans ses différents volets, que ce soit l'enseignement, la recherche et même dans la création d'entreprises, puisqu'il y a des plateformes qui sont réservées aux étudiants pour les accompagner à créer leur start-up, à créer les spin-offs pour les enseignants et même pour suivre le sort de nos étudiants sortant chaque année et dans le cadre de ce qu'on appelle les alumni des universités. Alors, on va parler anglais. La deadline pour le tout numérique à l'enseignement supérieur, c'est pour quand? C'est le décembre 2024. Pour que mais on va oui. atteindre nos objectifs parce que nous avons des objectifs qui sont mesurables, atteignables et réalisables. Donc on va les atteindre, je pense, d'ici maximum 12 mois. Donc les 102 programmes opérationnels seront réalisés au plus tard dans les 12 mois qui suivent. Alors la numérisation, Monsieur le Ministre, est un outil formidable pour s'ouvrir sur le monde extérieur. C'est ce que veut aujourd'hui, ça fait partie de votre stratégie, s'ouvrir sur le monde, permettre à des étudiants internationaux de venir étudier en Algérie. D'ailleurs, vous avez lancé un label Study in Algeria. Où en êtes-vous dans ce label? Où vous en êtes dans cette nouvelle mesure qui incite ou qui pourrait inciter des étudiants internationaux à venir se former ici en Algérie? D'abord, nous avons le 14 novembre de chaque année, nous avons nommé le 14 novembre, la journée du 14 novembre de chaque année, Marhaban Day. C'est pour inviter tous les étudiants internationaux, ici en Algérie, à fêter cette journée-là dans leur deuxième pays qui est l'Algérie. Et nous avons aussi mis en place un label Study in Algeria. C'est un label qui permet de classer les établissements universitaires algériens selon des critères qui s'articulent autour de l'accueil des étudiants internationaux, leur accompagnement ici en Algérie. Donc il y a des critères ou bien un référentiel qui est
qui sera réalisé en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et aussi des critères de classement de nos établissements selon ces deux axes de sélection. Donc l'objectif est de faire de notre pays un pays fort en matière d'accueil des étudiants internationaux et de faire de cette destination vers l'Algérie un objectif à atteindre dans les années à venir. Ces étudiants internationaux qui étudient chez nous seront l'ambassadeur de l'Algérie dans leur pays d'origine et ainsi on peut faire de l'enseignement supérieur algérien un axe de réputation de l'Algérie en matière de pertinence de son enseignement et en matière aussi d'accueil et d'accompagnement de ces étudiants internationaux chez nous. Vous pensez qu'on pourrait générer des recettes? L'enseignement supérieur pourrait à l'avenir générer des recettes grâce à la formation d'étudiants internationaux? C'est possible de générer des recettes. On verra cette stratégie plus tard. Alors, monsieur le ministre, il y a une nouvelle organisation, évidemment, des pôles universitaires. Vous pensez, évidemment, à mettre ou à former selon les besoins des localités, selon les aptitudes et le potentiel de chaque région. Où vous en êtes dans cette organisation? Et puis, vous avez tout à l'heure parlé de pédagogie. C'est important de bien former. Quelles seront les mesures qui seront prises ou la réforme qui sera entreprise pour, justement, mieux former? Pour les pôles universitaires, notre objectif est d'arriver à une orientation par choix et non par défaut. Donc, cela veut dire qu'une meilleure orientation signifie une réussite des étudiants. La réussite des étudiants d'aujourd'hui, c'est la réussite de la société de demain, de notre administration de demain et de notre économie de demain. La réussite des étudiants est une priorité pour nous, une priorité pédagogique, sociale et économique. C'est pourquoi nous avons un nouveau schéma, un projet de schéma de regroupement des domaines de formation et en même temps de regroupement des pôles universitaires. L'objectif est de mutualiser les moyens et, par voie de conséquence, assurer une formation d'excellence. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur le numérique. Si vous permettez, je reviens à un point très important. C'est que dans notre mode d'enseignement actuel et dans le cadre de l'amélioration des modes d'enseignement et de pédagogie, nous avons mis en place l'enseignement à distance. Dans les années qui vont suivre, vous allez trouver des étudiantes et des étudiants de Tsamman Rasset qui s'inscrivent dans une université telle que l'Université des sciences et de la technologie de Houari Boumediene, suivre des études à distance, faire des stages à distance, être évalué à distance et obtenir un diplôme à distance sans mettre le pied à l'Université de Bab Zawar. Donc, cela va dans le sens du développement du numérique, du développement du monde, ça va dans le sens du monde nouveau. Donc, pour revenir à votre question, ce regroupement en pôle universitaire a pour objectif d'assurer l'excellence dans notre formation, de spécialiser les territoires des universités, de spécialiser les établissements universitaires. Je peux être excellent en lettres, je peux être excellent en technologie,
Donc, j'utilise tous les moyens des établissements qui se trouvent sur le même territoire, dans la même région et même dans des régions différentes pour délivrer des diplômes en commun, des diplômes conjoints pour une formation en commun, pour une mutualisation des moyens. Et l'objectif principal, c'est assurer une formation de qualité à travers des formations de qualité, à travers aussi une mutualisation des moyens, que ce soit en matière de ressources humaines ou de ressources matérielles, que ce soit en pédagogie ou en recherche scientifique à travers les laboratoires de recherche. Monsieur le ministre, vous voulez faire des universités dynamiques qui ne dorment pas. Comment aujourd'hui lutter contre certaines mentalités récalcitrantes par rapport à cela, qui n'hésitent pas à fermer la bibliothèque alors que les étudiants sont en plein cours ou quelles seront les mesures qui seront prises à leur encontre pour justement permettre cette dynamique et permettre à l'université algérienne de vivre? C'est à travers le dialogue, l'accompagnement et la concertation. Notre objectif est de laisser ces entités, ces structures ouvertes, les laboratoires, les bibliothèques et tout ce qui est en relation avec la formation et la recherche, 16 heures sur 24 heures. Donc il y a certains établissements qui ont commencé à travailler jusqu'à 21 heures, jusqu'à 22 heures, d'autres pas encore. Donc on va les accompagner jusqu'à ce qu'on atteigne les 16 heures sur 24 heures d'activité au sein des campus. Il faut que le campus soit un campus vivant, il faut que le campus ait sa vie, et cette vie-là ne peut pas être éteinte à 16 heures ou bien à 17 heures, comme le font certains établissements universitaires. Je pense qu'on va mettre à la disposition de tous ces établissements universitaires tous les moyens pour que ces espaces d'enseignement et de recherche soient vivants 16 heures sur 24 heures. Alors, une autre question, Monsieur le ministre, si vous permettez. Aujourd'hui, la ressource humaine est au centre de toutes ces actions que vous êtes en train de mener, que ce soit pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants. Comment aujourd'hui valoriser cette ressource humaine? Le président de la République avait annoncé une augmentation salariale. Qu'en est-il dans votre secteur? Pourrait-on avoir plus de précision? Nous avons pratiquement fini l'élaboration d'un texte en relation avec le statut de l'enseignant. Et dans ce statut-là, je pense que l'enseignant va se retrouver dans de meilleures conditions par rapport à l'actuel état des lieux. Et comme je vous ai dit, dans les activités d'un enseignant, nous avons ajouté la création de bureaux d'études, la création de filiales, la création d'entreprises. Et effectivement, l'enseignant-chercheur peut participer à toutes ces activités-là et par voie de conséquence, créer de la richesse. Et lui va gagner, son établissement va gagner, même il peut embaucher des étudiants et nous allons parvenir à cette relation gagnant-gagnant. Donc le statut plus la création d'entreprises à travers la création de filiales, la création de bureaux d'études va permettre à l'enseignant-chercheur, aux travailleurs, aux cadres de l'université d'avoir plus de moyens de financer leurs projets, de s'autofinancer et de gagner plus d'argent qu'actuellement. Une date concernant la finalisation des statuts? Je pense que le statut sera soumis aux instances compétentes dans les 2 semaines à venir. Et l'augmentation salariale va suivre évidemment?
Ça, je ne sais pas quand est-ce que l'augmentation salariale va suivre, mais nous allons soumettre ces textes aux instances compétentes dans les 15 jours à venir. Alors, une dernière question avant de clore cette émission, Monsieur le Ministre. On revient un peu aux œuvres universitaires. Je sais que vous faites beaucoup de choses concernant le bien-être des étudiants au niveau des campus. Qu'est-ce qui sera fait prochainement justement pour améliorer l'hébergement des étudiants? D'abord, l'un de nos objectifs dans ces réformes, c'est d'améliorer la vie étudiante au niveau des campus, ou plutôt des résidences universitaires. Donc, il y a des projets de textes qui sont déjà déposés au niveau du secrétariat général du gouvernement pour quantifier les repas des étudiants, pour tarifier ces repas des étudiants. On va numériser tout ce qui est en relation avec la vie étudiante dans ces résidences universitaires et on va œuvrer pour donner plus d'amélioration à la vie de l'étudiant dans ces lieux de résidence. Parce que l'État dépense beaucoup d'argent, il faut que ces dépenses soient en adéquation avec les services fournis et présentés à l'étudiant. Monsieur Kamel Badari, professeur Kamel Badari, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot peut-être? Je vous remercie infiniment. Notre université devra être l'université de demain, l'université locomotive de l'économie nationale, moteur de l'économie nationale, une université citoyenne où seul le citoyen a le droit de demander des comptes à cette université, une université ancrée dans son territoire, une université du territoire, dans le territoire et au service du territoire. Merci à vous, merci aux auditeurs qui nous ont suivis ce matin, merci à toute l'équipe technique qui a veillé à ce que cette émission soit réalisée. À leur tête, Abdelghani Boudrias à la réalisation et Sami Chafai à la technique. À la semaine prochaine.